Salut! Cette histoire est une histoire assez triste et révoltante. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Heidi Broussard commence maintenant. Nous sommes le 26 novembre 2019 et Heidi Broussard, âgée de 33 ans, est aux anges. Sa petite fille va bientôt venir au monde et elle commence à ressentir les premières contractions. Heidi et Shane se sont rencontrés en 2009 et après s'être fiancés en 2012, ils vont accueillir leur premier petit garçon. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui va bientôt rejoindre la famille et dès que Heidi ressent les premières contractions, elle appela immédiatement sa meilleure amie Megan. Elle aussi est enceinte et est sur le point d'accoucher. Heidi et Megan se connaissaient depuis qu'elles sont enfants. Elles se sont rencontrées alors qu'elles avaient que 11 ans. Et Heidi sait qu'elle peut bien compter sur Megan. En effet, lorsque Megan apprend la nouvelle, elle n'hésita pas à sauter dans sa voiture et prête à rouler jusqu'à 250 km qui séparent Heidi et elle. Elles sont si contentes de pouvoir partager ces grossesses, d'autant plus que l'accouchement de Megan doit avoir lieu d'un jour à l'autre. Elle attend également une petite fille et les deux amies se réjouissent à l'idée d'imaginer que leurs deux petites filles seront peut-être un jour amies comme elle. À la maternité de Austin dans le Texas, Megan est très présente aux côtés d'Heidi. Elle lui tient la main en salle d'accouchement et elle est particulièrement émue de faire la connaissance de ce petit ange qui est Margot. Lorsque le grand-père de Margot viendra à la maternité et qu'il souhaiterait prendre la main de ses bras de sa petite fille, Megan va intervenir. Elle insista pour être la première personne à pouvoir porter Margot dans ses bras. En fin de journée, étant donné que Megan est enceinte et qu'elle doit accoucher d'un jour à l'autre, elle demanda à Heidi si elle peut aller dormir chez elle cette nuit-là avant de pouvoir reprendre la route le lendemain matin. Restant à l'hôpital pour la nuit aux côtés de Heidi et de leur nouvelle petite fille, ils acceptent de donner les clés à Megan et lui demanda le lendemain matin, lorsqu'elle quittera leur appartement pour reprendre la route, de poser les clés sur le plan de travail et de claquer la porte derrière. Megan accepta donc de repartir avec les clés. Heidi se félicite d'avoir une meilleure amie comme Megan sur qui elle peut toujours compter. Le 12 décembre 2019, Heidi amène son fils Silas à l'école à 7h50. Sur le chemin de retour, elle s'arrêta dans une librairie pour faire quelques achats. Elle va acheter plusieurs livres pour une somme environ de 25 €. Lorsqu'elle a fini ses achats, elle passa un coup de téléphone à Shane. Alors qu'elle est dans la voiture, elle lui dit que sur le chemin, elle a fait un petit saut à la librairie, qu'elle est très contente de ses achats. Et elle dira qu'elle rentrera après à la maison. Shane finit le travail à 13h et il arriva à leur appartement sur les coups de 14h. Lorsqu'il rentra à la maison, il constata que ni Heidi ni Margot ne sont présentes. La voiture, comme je vous l'ai dit, est toujours garée devant la maison. Le sac de Heidi est toujours posé sur la table et le sac à langer de Margot est également dans sa chambre. Enfin, il ne manque que Heidi et Margot. Le téléphone de Heidi qui semble être éteint. Ils vivent dans une résidence et Shane va penser que Heidi est certainement rendue chez une des amies qui habite également dans la résidence, ce qui expliquerait que la voiture soit toujours là. Et en fin de journée, il reçoit un appel de l'école qui lui signale que personne n'est venu récupérer Silas. Il essaya plusieurs fois d'appeler Heidi, mais en vain. Son téléphone portable est sur messagerie. Il décida donc de se rendre à l'école pour récupérer Silas et en chemin, il appela son père pour lui faire part de ses inquiétudes. Il lui dit que Heidi et Margot ne sont pas à la maison, qu'ils n'arrivaient pas à les joindre et que le téléphone de Heidi sembla éteint. Le père de Shane va un petit peu le rassurer et lui dire de ne pas s'inquiéter. Heidi est certainement chez des amis et elle rentrera dès qu'elle aura terminé. Mais vers 19h30, Heidi et Margot ne sont toujours pas rentrées et Shane décida d'appeler la police pour signaler
leur disparition. Aussitôt la disparition déclarée, les enquêteurs vont se mettre au travail. Les recherches pour mobiliser le FBI et le département de police de Austin. Dans la vie de Heidi, Heidi est une bonne maman. Elle avait beaucoup d'amis et elle était très appréciée par toutes les personnes qui l'entouraient. Elle était très généreuse et loyale avec ses amis. C'est quelqu'un qui dégageait une incroyable énergie positive autour d'elle. Elle était très appréciée. 2 jours après la disparition de sa femme, Shane va donner une interview à la télévision. Il implora les ravisseurs de lui rendre sa femme et sa petite fille. Mais il va se montrer hésitant, nerveux, mal à l'aise et très rapidement l'opinion publique va le considérer comme suspect. Chacun va y aller de son analyse, des rumeurs vont commencer à naître. Heidi aurait été victime d'une violence domestique et nombreux volontaires des amis de Heidi vont se mobiliser. Mais ce qui va mettre la puce à l'oreille des policiers, c'est le comportement de Megan. Alors là, rien d'exceptionnel, car c'est sa meilleure amie qui a disparu, mais Megan est censée avoir accouché quelques jours auparavant. Les enquêteurs sont d'abord étonnés par sa forme, mais aussi par le temps passé lors des recherches. En effet, une mère qui vient d'accoucher a d'abord besoin de se remettre physiquement de son accouchement, puis les jours qui vont suivre, elle va préférer en principe les passer tranquillement avec son nouveau-né. Le 18 décembre, soit 6 jours après la disparition de Heidi et Margot, les policiers vont interroger une femme qui vit dans le même complexe d'appartements que Heidi et Shane. Cette femme va leur dire que le jour de la disparition, elle a vu sur le parking 2 femmes discuter et l'une d'elles portait un bébé dans les bras qui pourrait être Margot. Ils vont lui montrer une série de photos et la voisine va reconnaître l'une des 2 femmes comme étant Megan, la meilleure amie de Heidi. Un policier va donc poser quelques questions à Megan. Il va lui demander où est-ce qu'elle a accouché. Et là, Megan va lui dire qu'elle a accouché dans une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est un lieu où les mamans peuvent accoucher de façon plus naturelle qu'à l'hôpital. Elles sont simplement assistées par une sage-femme. Megan va être également incapable de donner le nom de la maison dans laquelle elle a accouché. Et lorsque les policiers vont lui demander comment s'appelaient les personnes qui ont assisté lors de son accouchement, elle sera également incapable de donner les noms des personnes qui l'ont aidée pour son accouchement. Les policiers décident donc de placer Megan sur surveillance. Quelques jours après la disparition, ils suivent Christopher Green, le petit ami de Megan. Ce dernier se rend dans un magasin afin d'acheter du lait, des couches et de récupérer quelques vêtements pour bébé. En effet, Megan avait fait une liste de naissance sur Amazon et la plupart de leurs proches avaient participé donc. Christopher Green, ce jour-là, était allé récupérer aussi une partie de la liste de naissance. Sur le parking, les policiers l'interpella et lui posa quelques questions. Il va dire que lors d'un déplacement professionnel, Megan a accouché d'une petite fille, Lunas. Mais il dira donc aux enquêteurs qu'au moment de l'accouchement, il n'était pas présent. Les policiers vont lui montrer une photo de Margot, la fille de Heidi, et Christopher va reconnaître le bébé comme étant celui qui est dans sa maison. Une semaine après la disparition, le 19 décembre, les policiers font éruption chez la meilleure amie de Heidi pour fouiller chez elle. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont tombés sur un petit bébé dans une nacelle. Mais Megan a affirmé que c'était sa fille, Lunas Maye. Lorsque les policiers lui ont demandé le registre de naissance, elle n'a pas été en mesure de le fournir. Les enquêteurs ont donc commencé à regarder la maison où il vivait. Ils ont remarqué que sa voiture était garée d'une manière qui donnait l'impression que son propriétaire essayait de la cacher. Les policiers se sont donc rendus près de la voiture et ils ont tout de suite senti une odeur qui s'échappait de celle-ci. Ils ont ouvert le coffre et ils ont découvert avec effroi un corps dans un sac de sport noir. Le corps a été amené pour faire une autopsie afin de déterminer les circonstances de la mort, mais c'était bien le corps de Heidi Broussard. Le bébé a été placé en famille d'accueil jusqu'au résultat des tests ADN pour confirmer son identité. Les résultats sont formels. Le bébé retrouvé chez Megan est bien Margot, la fille de Heidi.
Meghan est aussitôt arrêtée pour 2 chefs d'accusation, de kidnapping et pour dissimulation de cadavres. Plus tard, les charges vont s'alourdir. Meghan est accusée de meurtre et la caution est fixée à $1 million pour homicide et $100 000 pour enlèvement. Au bout de 3 jours, Margot a été rendue à son père qui devra élever seuls ses 2 enfants qui seront toujours privés de leur maman. Alors, que s'est-il passé? Comme je vous l'ai dit auparavant, Meghan et Heidi étaient amies depuis qu'elles étaient enfants, depuis qu'elles avaient environ 11 ans. Elles s'étaient rencontrées dans un camp d'été organisé par la paroisse de leur quartier. Elles n'ont jamais perdu le contact et chacun invitait l'autre lors des grands événements de sa vie. Heidi présentait Meghan comme sa meilleure amie, même sur Facebook. Depuis qu'elle a appris que Heidi attendait un heureux événement, Meghan avait fait croire à tout son entourage qu'elle était également enceinte. La date de son accouchement était prévue la semaine suivante, celle de Heidi. Meghan vivait avec Christopher Gruen, un homme d'affaires de 33 ans, dans la maison de celui-ci à Jersey Village, juste à l'extérieur de Houston. Ils n'étaient plus ensemble depuis le mois de mars, mais ils partageaient encore le même toit. D'autant plus que Christopher Gruen pensait être le père du bébé. Il dira par la suite ne jamais avoir vu le ventre arrondi de Meghan. Bon, après, ils n'étaient plus ensemble, donc ce n'était pas étonnant qu'il ne l'ait pas vu durant tous ces mois. Il dira tout de même avoir eu l'occasion de toucher le ventre et il avait trouvé extrêmement dur comme celui d'une femme enceinte. Meghan était organisatrice de mariage depuis janvier 2012 et elle était très appréciée dans son travail. Une amie de Heidi dira que Meghan était très impliquée dans la grossesse d'Heidi. Elle était comme une sœur pour elle. Elle ne la quittait pas, elle lui tenait la main, elle la réconfortait et elle dira même que le jour de son accouchement, si elle aurait pu accoucher à sa place, elle le ferait. Meghan présentait le bébé comme le sien pendant toutes ces périodes. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer son geste? Les enquêteurs ont déclaré que Meghan avait fait une fausse couche quelques mois avant. Le motif du désir maternel peut se développer après une ou plusieurs grossesses infructueuses. Mais il arrive également que certaines femmes en mal d'enfants fassent des grossesses nerveuses. Les femmes déclenchées par le désir impulsif d'avoir un bébé planifient méticuleusement des projets pour obtenir des nourrissons. Les efforts déployés pour ces femmes vont de l'usurpation de l'identité du personnel médical au vol discret d'enfants, en passant par les liens d'amitié et de la manipulation des femmes enceintes pour avoir accès à leur bébé. Parfois, les enlèvements sont violents et se terminent par le meurtre de la mère. Dans de rares cas, des femmes ont ouvert le ventre de femmes enceintes pour voler leur fœtus dans le ventre. C'est un comportement erratique et anormal. Selon les experts psychiatres, cela se produit généralement chez des personnes déprimées, anxieuses, atteintes de psychose ou de troubles de la personnalité. L'état de Meghan a été examiné par des psychiatres qui ont considéré qu'elle était saine d'esprit au moment des faits. Elle a donc été condamnée à 55 ans de prison. Ainsi se termine notre histoire ici. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.